Bonsoir, bienvenue. C'est la 5e séance ce soir de ce Selon Georges Didier Huberman qui reçoit Patrice Loro. Voilà, bonne séance. Cinq minutes d'introduction. Bon, il est relativement facile de faire l'éloge des gens morts. Par exemple, Platon, dans le Ménexène, s'est montré très ironique, si je me souviens bien, sur cette pratique de l'épitaphios, l'oraison funèbre, en usage à Athènes dans l'Antiquité. Au fil des pages de ce livre magistral, L'invention d'Athènes, sur les ressorts politiques d'une telle pratique, Nicole Loro a montré qu'en célébrant ses morts, c'est la cité elle-même en réalité qui s'auto-célèbre, en projetant sur le mort célébré une image politique consensuelle. Je vais très vite. La belle totalité gouvernementale, pure de toute tension ou faction. Il est plus risqué, mais il est bien plus important de faire l'éloge des vivants. Et en particulier lorsqu'ils ne sont pas célébrés, je veux dire célèbres médiatiquement, comme on dit. C'est pas demain que vous verrez Patrice Loro sur un plateau de télé, par exemple, à mon avis. Je veux simplement dire que c'est l'un des plus grands philosophes vivants aujourd'hui, tout simplement. Et je dis bien vivant. Et je dis même vivant plus qu'un autre, dans la mesure où sa philosophie ne tient pas en place dans les rayonnages d'une bibliothèque. Elle tient même moins à ses résultats mesurables, je ne sais pas, le nombre de volumes des œuvres complètes, le dictionnaire des concepts, la mensuration des territoires dogmatiques, qu'à ce que Patrice Loro lui-même nomme le qui-vive. Je crois que tu vas en parler ce soir. Et qui commence par un exercice de la pensée en perpétuel mouvement, une expérience qui est perpétuellement mouvante de la parole. Et quand je dis mouvement, je pense musique, je pense rythme, rythmicité, je pense largo, andante, presto, prestissimo, je pense surtout à vivace avec toi. Est-ce que Patrice Loro se sent nietzschéen? Je ne sais pas. En tout cas, jeu avec gravité, gravité du jeu traverse tout son travail. Et en tout cas, sa pensée, c'est toujours une fête, une musique et bien sûr un tempo. L'autre jour, on s'est vus pour préparer cette séance dans un bistrot, on discutait et il m'a redit la primauté pour lui de l'expérience sur la discursivité et de la puissance, la potentia, comme il disait, sur l'œuvre elle-même, l'opus. Il m'a redit combien la page imprimée semblait pour lui lourde, froide, inamovible comme une surface de marbre. Il a publié un livre, c'est un livre capital, qui s'intitule « Le tempo de la pensée ». Aussi des articles, des merveilleux articles. Il y a notamment un texte qui n'arrête pas de m'accompagner. C'est le texte intitulé « Les disparus », dans le volume dirigé par Jean-Luc Nancy sur l'art et la mémoire des camps. Mais Patrice Loro se méfie, je le sais bien, de toute page qui serait écrite pour être imprimée. Et moi, je vois là ce qu'il a écrit. C'est écrit. Mais ça ne semble pas écrit pour être imprimé. Il s'en méfie comme de tout ce qui risquerait d'immobiliser la danse, la sarabande, si j'ose dire, Patrice, tu m'excuses, le tango de ta pensée. D'accord ? Moi, je pense fermement, comme simple lecteur, qu'il a tort de se méfier ainsi. La preuve de ce que j'avance, c'est que chaque fois que j'ouvre ce livre, le tempo de la pensée, eh bien la pensée, c'est-à-dire la sienne, en phrases qui sont d'encre noire, imprimées pour longtemps, puis la mienne de penser grâce à la sienne en lecture que
je peux déployer de page en page, que je peux concentrer sur une seule phrase, des lectures un instant fixe ou des lectures fugitives, comme il a lui-même énoncé ce qui se passait entre les idées fixes et les idées fugitives. Tout cela ne cesse pas de danser. Et là, le philosophique, à ce moment-là, prend la parole et se déprend dans la parole. C'est un mouvement de désir constamment relancé. Je dis vivace, je le redis, joyeux grave, illuminé, joueur, implacable en même temps. Vous allez voir les raisonnements. Constamment animé par une fantastique invention verbale. Et d'après ce qu'il m'a dit l'autre jour au bistrot, vous allez l'entendre parler de Caribe dans Scylla, de tapis volants, de piquets, de drones, de blocs, de seuils, de capes, d'écueils, de séances et de sciences, de sciences et de scènes et de sien et de style et de situation, etc. Liberté de parole, donc. On pourrait dire que c'est un geste poétique et c'est en même temps une méthode au sens le plus strict. Et c'est tout aussi bien un geste éthique fondamental. C'est une personne absolument rarissime qui met en pratique, avec souci, avec méthode et avec joie, le fait que sa pensée s'invente, invente, se risque à tout va, jamais ne se reclôt, ne cherche jamais le système, ni le dogme, ni le concept fixé, ni l'opinion vraie qui trancherait une bonne fois pour toutes, pour tout le monde, etc. Pas du tout, rien de tout ça. J'imagine qu'il n'aura pas plus de disciples, Patrice Leraut, que Rimbaud n'a eu de disciples. Mais qu'on le lira aussi longtemps en philosophie qu'on lit Rimbaud en poésie. Là, j'ai conscience d'être un peu trop lyrique. Donc, je me permets, à l'image de ce qui t'arrive de faire à toi, je me permets de m'amuser un peu. Je propose cette hypothèse. Si Aristote était Walt Disney, toi, tu serais à la fois Tex Avery et Norman McLaren. Car tu fais de la pensée philosophique une animation, vraiment, de toute chose, mise en œuvre au fin de transgresser toutes les frontières, comme vous savez, quand on voit dans les films de Tex Avery, les personnages qui sortent de leur support normal et qui se retrouvent à grimper sur les perforations de la pellicule elle-même. Patrice Leraut, c'est quelqu'un qui ose ce à quoi pratiquement aucun autre philosophe ne se risque, que je connaisse vraiment. Il ose être enjoué et il ose même être comique. C'est lui le tapis volant. Je peux donc comprendre qu'il n'aime pas le marbre. Je vais finir ainsi. Pourtant, lui qui connaît si bien la pensée grecque et qui a sans doute accompagné Nicole Leraut sur les routes d'Athènes à Thèbes ou je ne sais pas, à Delphes, à Olympie. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te méfies tant du marbre ? Le marbre aussi sait danser, pour peu qu'il soit sculpté en vue d'un certain rythme, comme on le voit dans les draperies et dans les figures de Aorai, du tombeau des Néréides, par exemple, au British Museum. Il n'est pas difficile de comprendre que ton livre, Le tempo de la pensée, est cette chose persistante, imprimée, à présent intangible, dure comme du marbre, et qui ne cesse pas néanmoins de porter tous les mouvements, toutes les fluidités, les draperies de la pensée. J'ai fait une toute petite expérience pour finir. J'ai recopié sur une feuille de papier ta table des matières. Et cela donne un poème, tout simplement. Tenir le pas gagné, rattrapage, ô expérience. Construire un pont, je ne publierai pas d'anecdote. À hauteur d'auteur, une phrase risquée. Être déjà forcé de se promener, l'art platonicien d'avoir l'air d'écrire, l'audition de l'essence, les opérations en peut-être, la dernière précision, Aristote sans question, la pensée prend forme. La crevasse dans le glacier, l'état d'âme de la pensée, de la dureté du sens, l'idée fixe, virgule, la fugitive.
dans cette séance, dans cette série de séances, on a peut-être vu que les meilleurs artistes sont les artistes aux aguets. Eh bien, les meilleurs penseurs sont les penseurs sur le qui-vive, vigilance, vie. Alors, merci d'être là. Georges, merci, merci, je ne peux pas... Voilà, j'attaque. Donc, une autobiographie de philosophe forcément impersonnelle. Je vais raconter une histoire. D'abord un apocryphe de Valéry. La matière, je veux dire mes actes. Maintenant, 2 avertissements de Valéry lui-même. Ne jamais chercher la perfection ou la puissance d'un esprit dans un résultat. Donc les manœuvres seront l'essentiel. 2e avertissement, sans la rigueur, on demeure sur place et l'on croit aller à l'infini. Je trouve ça formidable. Valéry n'aura ici nullement valeur de référence, peut-être celle d'auxiliaire vaguement surmoïque, pour m'accompagner dans les métamorphoses autobiographiques, mais sans confession, d'un je supposé philosophant, malmené ou mené, je ne sais pas, sur le seuil du hors-jeu. D'abord, ne pas répéter la transcendance de l'ego de Sartre. On aurait envie. C'est une ornière. Sauf qu'on ne sort pas aisément d'une ornière. C'est une ornière. Il faut donc faire assister à l'arrachement d'adhérence qui s'appelle hors-jeu. Cela suggère tellement déjà une adhérence et quel arrachement. En outre, on ne sait rien encore de l'urgence du problème. Il arrive comme ça, hors jeu. Ça ne peut pas satisfaire, ça, quand il n'y a pas d'urgence. Un problème qui n'est pas urgent peut attendre. Donc ce n'est pas un problème. Et puis c'est résolu depuis longtemps, pratiquement c'est résolu depuis longtemps. Puis surtout, il y a une imagerie, comme pour tout problème de pensée, une imagerie préalable qui s'interpose, qui enclenche les solutions, et tant qu'on n'a pas cassé l'imagerie, qui a l'air d'être identique au problème, on ne soupçonne pas le problème. Et l'imagerie est ici très, très singulière. Il y a d'un côté quelque chose qui joue la fonction d'une ancre marine, on est accroché à un piquet. C'est le je. Et puis il faut toujours avoir à sa disposition un objet magique, je dis bien un tapis volant, un appareil un peu magique qui vous transporte là où vous voulez. Là-bas, quoi. Là, vous n'irez pas, dans le hors-jeu. Et entre l'encre et le tapis volant, je vous signale que le tapis volant, c'est déjà le langage. Il vous dépose là où il vous pose. Entre les deux, c'est vraiment le détroit de Messine. Hein. Charybde, on s'est arraché à l'encre pour être jeté sur Scylla, c'est-à-dire n'importe où. Donc, ce que je vais proposer, c'est essayer de naviguer entre, disons, 2 écueils majeurs, célèbres dès l'Antiquité, et qui vont m'obliger à réfléchir à ce que c'est qu'être arraché, être jeté, être mené. En un sens, c'est une méditation sur ces 3 mots. Qu'est-ce que c'est qu'être arraché, mené, jeté? On ne fait rien en philo, rien, si on n'effectue pas par soi-même motu proprio. Motu proprio, le parcours soi-même. De l'adhérence, non pas un attachement mondain, ça c'est banal, mais l'arrachement de soi à soi. Et il faudrait donc montrer le jeu s'arrachant lui-même, motu proprio,
C'est un étrange projet, avouez. Ce n'est pas une motion qu'on fait spontanément, quand même. Il y aura des résistances. Et on risque tout aussitôt simplement de répéter, de mal répéter, les méditations cartésiennes de Husserl. Ce n'est pas la peine, on n'est pas réunis pour ça. Je pressens qu'on s'embarque mal. Je pressens que cette navigation va être difficile entre une imagerie redoutée qui s'impose, un port d'attache et une errance. Hein, on fait un roman là-dedans, hein, port d'attache et errance. Hein. En 1935, on va faire plein de romans là-dedans. Bon. Donc, pour moi, c'est un faux départ. Bon. C'est-à-dire que vous êtes là, accroché nécessairement, nul ne s'arrache spontanément à lui-même. Hein. Vous n'êtes pas moyen, sauf si vous êtes jeté hors de vous par des raisons historiques ou par des états psychiques qui n'ont pas été désirés. Bon. Et vous êtes au piquet et vous attendez d'avoir à votre disposition l'engin magique qui vous mettra où il faudra. Bon. Alors, je comprends bien que on aimerait que je fasse vivre hein, concrètement les tribulations de l'arrachement au cramponnement, à soi, pour pénétrer dans les régions où il n'y a pas de place pour je, pas de place pour dire je, là où le vrai hors-jeu égale X. On ne sait pas ce que c'est. Sinon, c'est truqué. Et cela, jusque maintenant, est encore totalement abstrait. Bref, donc ce n'est pas encore un bon départ. Un jeu, puisque j'ai annoncé une autobiographie, un jeu qui fasse vivre, sur un mode palpitant, le changement de vie. Donc une vie qui fait assister au changement de vie. Depuis la vie où on est auprès de soi, jusqu'à la vie qui a perdu tout accrochage et qui est néanmoins plaquée, je dis bien plaquée, aux conditions invivables. L'autobiographie d'un jeu procédant de lui-même par lui-même à son annulation, son absentement, son dépaysement, pour ouvrir un registre, un territoire où je ne se dit pas. À mon sens, ça reste encore une idée d'école, ça, et c'est encore une question de cours. C'est pourquoi il faut casser le cours. Et donc, on se gardera évidemment de poser philosophiquement à la Fichte l'abstraction du hors-jeu toute faite, position qui présuppose le pouvoir qu'a le jeu de pouvoir poser. Ah, il s'en donne à cœur joie à Fichte, là. Hein. Et puis, par ailleurs, pour casser un cours de façon brusque, par ailleurs, combien de lieux déclarés ouverts attestent, par décision d'État, qu'il ne relève d'aucun jeu, mais d'une administration. Et ce n'est jamais un jeu qu'il fait. Une administration qui ouvre et décide l'ouverture et la fermeture de ce qu'on appelle un espace d'enfermement. Bon, relégation, je ne veux pas, peu importe les mots, ici pour l'instant. Ce n'est pas un jeu qui ouvre un camp, hein, jamais. C'est un rouage d'État. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça, c'est l'histoire. Je suis ici à dessein cassant et sans nuance, avec même un peu de gêne de rapprocher la sérénité philosophique malgré tout, et puis ce qui n'est pas du tout serein. Je suis ici à dessein cassant pour rappeler l'abîme hein, entre la vie d'un jeu méditant et ce que j'appellerais les espaces à jeu exclus. Y a-t-il franchissement pensable? Au sens de pensable, je ne le crois pas. C'est peut-être même une idée douteuse. Que de vouloir entreprendre un récit, la tête froide, je dirais méthodiquement, et presque, je dirais, sur un mode désaffecté. Ce serait une grande folie de l'entreprendre seul, cette espèce de récit où on se décramponnerait de soi-même. C'est pourquoi j'ai jugé prudent d'être accompagné. À vrai dire,
d'être précédé plus qu'accompagné. Et il y a des précédents illustres dans la préséance. Virgile guidant Dante. Bon, excusez-moi. Bon. Si je ne suis pas secouru, ça ne démarrera jamais. On n'est toujours pas parti, hein. On est toujours arrivé au jeu. C'est pas si facile que ça, vous savez, de se décoller. Pourquoi voulez-vous que je joue à devenir sans moi? Une terrible ankylose peut gagner rapidement. Alors, me ressouvenant à propos de l'invitation de Georges Didi Huberman, hors jeu, comme ça, hors jeu, j'ai très légèrement modifié l'indication. J'ai ajouté un point d'exclamation, hors jeu. C'est donc une instruction et une injonction, comme Husserl pouvait bien la dire, aux choses mêmes. On ne met pas de point d'exclamation, donc on n'y va ou on n'y va pas, mais s'il y a un point d'exclamation. J'ai donc entendu hors jeu, comme une injonction. Ce n'est donc plus motu proprio, mais affaire d'obéissance à une instruction que désormais GDH, Georges Didi Huberman s'appellera GDH désormais, c'est-à-dire son nom impersonnel. L'instruction que GDH s'est donnée d'abord à lui, à son jeu. Vas-y. GDH à lui-même. Va. C'est pas, vous allez voir, c'est pas. Confronte ton jeu à un vrai hors-jeu. Et il en a ramené écorce. Et puis GDH a donné l'instruction à ses amis. Amis, répétez l'opération en vos registres. Allez-y. Par exemple, philosophe, sors de toi. Sans autre indication. Je précise que dans Écorce, GDH fait tout autre chose que nous mener à travers Auschwitz-Birkenau. D'ailleurs, nul n'est mené naturellement là. On y est jeté. GDH ne s'y promène pas. Dans promener, il y a mener. Promenade interdite. D'ailleurs, qui croirait, à part Rousseau, Jean-Jacques, qu'un jeu se promène? GDH est un jeu qui ne se promène pas sur les lieux. Question, il s'y est symboliquement jeté, un peu hagard. Ces appareils d'écriture et de photo auront été des objets transitionnels. Et c'est viatique. J'insiste sur objet transitionnel. S'il n'avait pas eu l'appareil photo, il ne serait pas revenu. J'ose le dire. Moi, GDH, j'ai écrit un morceau d'autobiographie quasiment sur les lieux du hors-jeu comme quasi captif. Fais le pendant. Essaie, ami. Essaie et tâche de voir jusqu'où la philosophie est une affaire vraiment sérieuse. Au début, c'était donc une entreprise spéculative, formelle, solitaire, insensée, à blanc, arbitraire, sans urgence, sans nécessité, etc. Dès lors, c'est me rendre à la sollicitation d'un ami pour ne pas le laisser seul dans l'entreprise. Ça devient une tâche éthique, du coup. Pour ne pas le laisser seul dans l'entreprise, pour éprouver si, dans le registre de la philosophie, on pouvait tenter l'analogue, le jeu, progressivement, s'immergeant et se menant hors de lui entre des apories classiques du sur-place perpétuel, le philo sur-place perpétuel, et l'engloutissement dans les parages où dire jeu est exclu, voire, je dirais, jusqu'à l'anéantissement. Je peux déjà donner une petite précision sur ce que j'appelle philosophie, du coup. Prendre assez de recul depuis l'ultime fond de soi, repartir d'assez loin pour pénétrer au cœur des choses, afin d'y imprimer une modification d'orientation irréversible. Si la philo ne fait pas ça, elle ne fait rien. Mais la philo, j'appellerais comme ça un peu familièrement,
peut-elle vraiment pénétrer dans les périmètres à jeu exclus? Je ne suis pas sûr. GDH prévient. Attention, philosophe, il va falloir que tu saches manœuvrer entre être en retrait, être arraché, être mené, être jeté, être captif, donc à nouveau en retrait, et donc redépart. Mais le captif de la fin de la série n'est pas le même captif, et ne pas même en retrait que celui qui était initial. Toute l'affaire de la philosophie est dans la bonne composition, je dirais, de ces 5 verbes. Et je le dis d'avance, il y a des expériences où un philosophe n'y comprendra rien s'il n'y est pas jeté, malgré lui. Or, un jeu a horreur d'être jeté et d'être arraché à lui. Dans les lieux du vrai hors-jeu, on n'est pas mené philosophiquement. On n'est pas mené du tout, on y est jeté. Je demande un peu de délai. Encore un instant avant de passer à l'acte, avant de m'arracher à la philo. Exclamation type de philosophe. Le démon zénonien est aux aguets pour faire procéder posément, à pas ténu, à pas menu, à pas immobile, de la, je dirais, la situation qui fait que les pas, petit à petit, vous paralysent. On marche pour se paralyser. Le zénonisme, c'est la grande affaire de ça. Donc, ce qui m'est proposé, enfin, maintenant que je me suis proposé, c'est une confrontation entre hors-jeu de GDH et encore un peu de délai. Ce que je demande, pour dire 2 ou 3 mots sur le dire-jeu philosophant, avant de m'en séparer, pour toucher au hors-jeu. C'est tellement humain. Il y va du conflit de 2 exclamations. Vas-y et un instant. C'est ça un jeu. Techniquement, je dirais, c'est ça la définition d'un jeu. Autrement, il n'y a pas de jeu tout seul. Il y a le jeu quand, sollicité, on dit 1 minute. Là, je crois que Lévinas ne n'aurait pas tort en plus. Premier mouvement immobile. Le jeu, c'est l'auteur du premier mouvement immobile. Il a un côté premier moteur d'Aristote, là c'est drôle. Premier mouvement immobile. Je résiste. C'est son acte. Je signifie résister. Coïncidence, décoïncidence, recoïncidence, on peut jouer là. Bon. Tu traînes déjà, compagnon. C'est GDH qui parle. Je sais bien que la philo s'y entend à merveille pour laisser prendre la tête aux téméraires et venir par derrière, à pas de loup, inoculer, après anesthésie de la démarche positive, inoculer de l'insuffisance, de l'inconsistance. Ça manque de fondement, tout ça. Ça manque d'enracinement. Ceux du métier s'y reconnaîtront, là. Le jeu philosophant est un maître de ses insinuations. Bref, GDH, tu as déjà assez insinué. Maintenant, confronte-toi. Mais à quoi? Riposte philosophante, c'est-à-dire résistance. Car du hors-jeu, c'est pas donné comme ça, tout fait, tout fabriqué, tout cuit. Personne n'est là pour le dire. C'est pas tout fait, hein, il faut faire. Bon. Il faudrait constituer d'abord le hors-jeu. Mais alors, je suis sauvé philosophiquement. Je me replie dans les activités de constitution, et là, je vous assure que je peux rester longtemps. Mais le hors-jeu auquel s'est confronté GDH ne relève pas d'une constitution. Il a été décrété par un arbitraire administratif d'État. Ici, abdique le jeu, ici, rien ne vibre. Alors, GDH s'impatiente. Assez de temps gaspillé
confronte-toi à l'essentiel. Passe à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui reste et résiste quand on a envoyé promener tous les atermoiements. Mais, riposte, j'y suis par définition dans l'essentiel, puisque je philosophe. Contre-attaque ironique. Alors, en cet instant, je décide déjà de vous donner une formule qui sera finale. La philosophie n'est pas l'essentiel. Elle mène sur le seuil, seulement sur le seuil de l'essentiel. Mais c'est énorme, le seuil de l'essentiel. Mais pas plus. Autrement dit, je fais décélérer la magnificence de la philo. C'est une discipline sous self-control qui mène pas à pas sur le seuil de l'essentiel. Mais pour ça, sur le seuil de l'essentiel, on ne peut plus faire le malin. Et pour passer à l'essentiel, il faudra que tu casses en toi, philosophe, quelque chose, que tu casses en toi quelque chose de l'adhérence à toi. Par quoi tu t'estimais source de l'indéfectible unité du philosophique et du sauvagement cruel, réel. Cruel, réel, c'est pas. Bon. Alors, passer à l'essentiel, c'est-à-dire dans le carré du substantiel. Carré terrible. Le sérieux, le consistant, l'effectif, le décisif. Quand on est coincé entre ça, vous savez, on n'est pas à l'aise. Je sais que tu vas encore t'esquiver et déclarer qu'il n'y a pas non plus d'essentiel tout fait et qu'il faudrait évidemment le constituer. Mais il n'y aura pas de plus de constitution de l'essentiel que du hors-jeu. Il n'y a que des règlements. Alors tu t'esquives sur l'essentiel aussi, refusant de voir que tu y es. Tu y es. Mais tu interposes à l'infini entre l'essentiel et toi ta propre opération quasi consistante pour jouir de ton opéré. Oh, la grande méprise! C'est-à-dire que ton opératoire est un dilatoire. Alors, d'accord, j'accorde, je fais semblant de me rendre. J'accorde que le hors-jeu n'est pas constituable s'il est radical. Il n'est pas constituable en motif philosophique. Et quand tu y es jeté, c'est quand son irrécusable te saute au visage et que tu perds ton visage dans une épreuve d'ultra-compression où tout est en vrac, le pêle-mêle et l'archi-intime. Parfois, au sein de cet essentiel, de ce hors-jeu, de l'outre-jeu en surgit, qui écrit et témoigne. Là, la philosophie est excédée. Mais, je dirais, on est en train de passer à l'hyperbole, ça, à l'hyperbole du hors-jeu. Et, je dirais, se laisse profiler un motif très philosophique de l'expérience limite. Autrement dit, avec ruse, en prenant immédiatement le hors-jeu comme un hyper hors-jeu, le philosophe y trouve son compte parce qu'il va avoir des solidarités avec l'hyperbole de l'autre côté. Et du coup, le jeu philosophant peut y retrouver ses marques. Parce que malgré tout, partout où il y a de l'hyperbolique, le philosophant n'est pas tout à fait perdu. Gardez en mémoire ces derniers soupçons. Le terrible, évidemment, c'est l'hyperbolique réalisé et matérialisé. Ça, c'est la terreur, ça. L'hyperbolique matérialisé. Bon. Le bien matérialisé, c'est la terreur. Hein, bon. Alors, pourquoi avoir radicalisé comme ça? Bon. Et pourtant, je maintiens entre l'être mené et tout le motif de l'adduction, introduction, conduction, déduction, etc. Derrida avait dit des choses très belles sur le motif de l'adduction, le douqueré. Hein, bon. Entre l'être mené et l'être jeté, il n'y aura jamais de passerelle pensable, d'où un certain vertige. Ne t'impatiente pas trop, faisons déjà un peu le point. Toute constitution du hors-jeu
serait en trompe-l'œil, analogue aux fausses gares fleuries des nazis, et qui dessine le plan d'un asile, je vous le disais, n'est pas un jeu mais un rouage d'appareil. Le jeu, du coup, est en état déjà de moindre prise, pas encore de déconsistance, mais de moindre prise. Un jeu ne pourra pas se mener lui-même, de lui-même, à l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel? Je file au passage des définitions internes. Qu'est-ce que l'essentiel? C'est là où, après y avoir été jeté, on y est sans trompe-l'œil. Là, il ne faut pas avoir raté la différence entre être arraché, jeté et être mené. Bref, le philosophant n'abdique pas volontiers sa dimension constituante. Il se sert en même temps sommé de passer à l'essentiel. Il recule devant la menace d'être jeté, subissant déjà, je dirais, des effets de hors-jeu presque paralysants, subissant l'effet, je dirais, à distance, que j'appellerais l'effet de bloc. C'est-à-dire, j'appelle bloc le contraire d'un jeu. Un jeu ne fait jamais bloc. Et là où il y a du bloc, il n'y a pas de jeu. Bon, il y a une telle compression dans le jeu. Compression dans tous les sens. L'histoire, elle a fabriqué la compression dans tous les secteurs, hein, dans les arts, dans les transports ferroviaires, etc. La compression est terrible. Bon. Alors, donc, dans ce premier récapitulatif, il y a ce sentiment d'être déjà un peu désancré, pas plus, hein, un peu désancré, un peu travaillé par les prodromes, le pressentiment que ça ne va pas être comme la chose prévue. Une inspiration. Un dernier repli doit être envisagé, un dernier abri. On va s'y précipiter. Cet abri, je l'ai appelé le Ich-Spiel, pour distinguer, Spiel à l'allemand, hein, le jeu, J-E-U. Bon. L'abri du Ich-Spiel, comme il y a le Kriegspiel. Bon. Vous allez voir, un jeu, en général, un jeu quelconque, ça s'aveugle et ça s'étourdit, c'est bien connu. Bon, l'auto-cramponnement perpétuel, c'est pas tenable. L'engloutissement, c'est insupportable. Pour s'en sortir, il faudrait être mené dans ces passes délicates. Et quel pilote est fiable? Se demandait déjà Platon. Quel pilote est fiable? Il faudrait une science de la critique. Bon. GDH n'est pas pilote, là. Hein? GDH, il a ouvert, effrayé, je vais lui fausser compagnie un de ces jours. Hein? Bon. Quant à l'autoconduction, il ne faut pas y compter. Il ne reste plus au jeu philosophant qu'à se distraire, qu'à s'étourdir. C'est ce qu'il fait. En matière de divertissement philosophique, il a inventé quelques très grands jeux. Il s'agit de très, très grands jeux, au moins les jeux ismiques. Bon. J'y viens tout de suite à ces jeux. Faisons un petit calcul, une petite réticence avant de jouer. Discours intérieur. Puisqu'il faut se décramponner, eh bien, au moins que le décramponnement soit pratiqué par quelqu'un qui en reste quand même un peu le maître et qui peut quand même calculer. Autrement dit, en s'accrochant de façon un peu inaperçue à son opératoire, on va peut-être gagner du temps. Le jeu jouant, c'est problème de temps, hein. Le jeu jouant à se distendre pour tenter de se rejoindre. Une déprise méthodique de soi-même, mais réglée et déréglée pour se retrouver. Coïncidence, décoïncidence, recoïncidence. Mais là, le jeu est avec lui-même. C'est pour ça qu'il joue. Le jeu philosophant a inventé 3 grands jeux spéculatifs. Il y joue tout seul, d'ailleurs, pour s'oublier. J'ai isolé 3 de ces jeux. 3 de ces jeux majeurs. Bon, je dirais ceci. Le jeu ouvre donc cette distance et cet éloignement avec lui-même pour essayer de se rejoindre. Le jeu philosophant a joué et s'est mis en jeu dans 3 grands jeux avec l'infini, avec du mauvais infini, pour reprendre, je dirais, l'idiome hégelien. Le jeu qui joue avec, pour partenaire, le mauvais infini, dans 3 grands jeux, l'éléatisme, le cratilisme, l'hyperbolisme. Ah,
c'est facile, ça. Enfin, c'est facile. Jamais je ne rattrape discursivement ce que j'ai lancé devant moi, ou ce qui est devant moi. Et par conséquent, quand j'ai devant moi une branche d'arbre, je ne rattraperai jamais discursivement la branche d'arbre que je vois. Et par conséquent, je peux essayer de diminuer les intervalles en donnant des prédicats, jamais j'y n'y arrive. Et pourtant, j'y suis déjà à la branche. Par conséquent, Achille et la tortue, qui paraît un truc d'école, était jugé par Husserl comme quasiment insurmontable. Bon. Par conséquent, je ne rattrape jamais discursivement l'expérience que j'ai déjà faite. Et par conséquent, entre ce qui est et ce qui est dit, jamais ça se rattrape, ça. Et on en joue très bien, ça. On anticipe, on prend du retard, on recule, etc. Bon. Alors, ça, c'est l'éléatisme. On ne peut pas venir à bout. Hein. On ne peut pas en venir à bout. Ou bien alors, on ne s'occupe plus que du langage parlant du langage. Mais si le langage veut parler de quelque chose, le quelque chose est déjà en avance ou déjà en retard. Bon. Le cratilisme, tendez l'oreille. Et dans le moindre mot, si vous avez l'oreille fine, vous allez entendre très finement l'ultrason, la vibration infime de l'essence qui est en assonance avec les radicaux, les radicaux minimums. C'est dans le cratyle, mais quand vous avez un penseur qui vous dit, si vous tendez bien l'oreille en écoutant, en entendant Denken, vous entendrez ultimement au fond Danken. Connaissez? Bon. Eh bien, on n'est pas sorti du cratinisme, c'est-à-dire qu'à l'infini, il faut évidemment, il y a une épaisseur de langage, il y a des mots, il y a plein de mots, il faut avoir l'oreille très fine. Hein. Si on a l'oreille très fine, on entend l'essence. Bon. Et par conséquent, on est coupé de rien. Hein. Et c'est le paradis. L'hyperbolisme, enfin, c'est une chose terrible, ça, à savoir que je n'arrive pas à être aussi puissant que ma puissance de fiction limite. Et je donne un exemple d'hyperbolisme. On parle, on est ici. Et s'il n'y avait rien de tout ça? Et s'il n'y avait rien de tout ça? C'est gratuit, ça. Hein. Bon. Vous reconnaissez une variété du doute méthodique. Bon. Du doute hyperbolique, je veux dire. Bon. Autrement dit, les grands hyperboliques, s'il n'y a pas de Dieu, ça ne change rien. S'il n'y a pas de monde, ça ne change rien. La grande hyperbole, s'il n'y a pas de monde, même mathématiques. Bon. Toujours été fasciné par ça, moi. Même, pas de monde, personne, même mathématiques. Splendide. Bon. Alors, il est évident que pendant qu'on joue à ça, ben, on occupe son temps. Hein? Bon. Évidemment, le jeu philosophant, ludiquement, hein? Mais sérieusement, ludiquement, expression platonicienne, sérieusement, ludiquement. C'est immense le jeu. Bon. C'est un personnage, le malheureux philosophant, là, qui a déjà décroché du grand pouvoir constituant. Bon. Au regard d'un principe de réalité, c'est déjà un jeu affaibli. Et il sent bien que toute cette ludicité le retarde. Hein. Il est lucide dans la ludicité, si l'on peut dire. Hein. Alors, une nouvelle inspiration lui vient. Il est fertile. Débranchons ce qui s'alimentait en nous à toute cette énergétique ludique. Débranche comme on débranche, pareil, hein, comme on est branché ou débranché. Débrancher. Et voilà que le jeu débranche ses sources de plaisir. Il jette par-dessus bord ses sources de plaisir. Il renonce, comme on disait jadis chez moi, à Satan et à ses pompes. Bon. Alors, il renonce, il jette. Hein, je ne jouerai plus. Bon. Après l'abdication des pouvoirs, maintenant le renoncement au plaisir. Ce n'est pas une vie, ça. C'est un comble pour une autobiographie. C'est le détroit de Messine lui-même. Le jeu, pour se mener au point où l'aventure devra basculer et le être mené converti en être happé, le jeu doit jeter par-dessus bord l'encombrant, c'est-à-dire les plaisirs du spéculatif. Quel déchirement quand même, jeter par-dessus bord quand on est philosophant les plaisirs du spéculatif, car c'est du plaisir, hein. Singulier bagage, avouez, cet encombrement.
Alors, que la philosophie, comme ça, je dirais, amorce d'elle-même son décramponnement, d'accord. Elle commençait tout de même à consentir à devenir un peu sérieuse, un peu moins de jeu. Et voilà que la dernière passe qui va venir, et qui va venir d'elle-même, va culbuter contre son gré ce qu'elle avait, bonne fille, commencé à consentir. Elle voulait devenir sérieuse en faisant sauter tout ce qui était de l'ordre ludique et du plaisir, et elle va quand même être bousculée. Alors, voici que les grandes sources de plaisir sont débranchées, plus de jubilation, l'exérèse est rude, comme on dirait. Hein. Quel ascétisme pour un jeu philosophant, quelle mortification et quelle aridité. Et voilà que le jeu philosophant s'aperçoit que ce à quoi il se cramponnait n'était que l'entretien narcissique de son opératoire. Il s'alimentait lui-même de son opération. Bon. Il lui était même arrivé de confondre l'auto-chatouillement avec le tout autre. C'est pas si facile que ça à discerner, vous savez. C'est la source de beaucoup de confusion considérable. Alors, plus de pouvoir, plus de plaisir, que peut encore un jeu philosophant, puisqu'en somme, il a rompu avec la vie. Je vous dis tout de suite qu'il ne sera pas tout à fait un vivant, le jeu philosophant, ni tout à fait un mort. Bon. En tout cas, le jeu est encore l'énergie non accompagnée de plaisir, ça c'est la règle, non accompagnée de plaisir, de se déprendre du plaisir, de se sentir effectuant et franchissant. Hein, tout ça, hein. Il est l'énergie non accompagnée de plaisir, de se déprendre du plaisir, de se sentir effectuant. C'est l'hyperbole finale, ça, comme il y a la lutte du même nom. Le jeu renonçant à se sentir ego Caesar transeo. Moi, César, je franchis. Alors, un ultime expédient. Encore un reste d'énergie. Et si tout bonnement on changeait de cap, on avait mis cap hors jeu. Davantage, si le jeu se montrait capable de ne plus avoir de cap. Si on n'avait plus de cap du tout, ce serait vraiment un changement d'attitude, ça. Ce qui est important, philo, changement d'attitude. C'est un bon classique, ça. Alors, c'est toute la métaphorique de la traversée qui serait jetée par-dessus bord, avec une sorte d'axiome. Quand on n'a plus de cap, on s'aperçoit qu'on est sur le seuil. Vérifiez. Bon. On ne se soucie plus de franchir, de franchissement lointain, et on se demande même, c'est un soupçon, s'il faut franchir le seuil. En tout cas, pas tout de suite. Et c'est une vraie conversion, ça. Une vraie conversion de la vie à l'autrement de la vie. La vie qui a perdu la hantise de devoir franchir. C'est-à-dire, pas mal, ça, je trouve. Bon, c'est déjà bien. Bon. J'ai cru qu'il fallait dire cap hors jeu. Hein. J'étais pris. Comme il y a le cap orne. Tu crois, je me parle à moi-même, tu crois devoir vouloir atteindre, hein, tout ça, tu crois devoir vouloir atteindre. Tu t'obstines à te cacher que tu y es, et cherchant à atteindre, ça te fuit. Et si la fantasmatique du cap est écartée, alors c'est tout de suite le seuil du hors-jeu, mais de hors-jeu beaucoup plus tempéré. C'est-à-dire c'est le même monde, ici, maintenant, vous, moi, comme ça, on ne change rien. Moins de hantise, ah oui, moins de hantise. La hantise qui est celle du point fixe absolu fini, qui est la folie philosophique absolue, ça. Le point fixe absolu fini, ça s'appelle un jeu, ça. Hein, bon. Et de l'autre côté, la hantise d'avoir quand même un outil magique qui permet d'aller là où on ne va pas. Je n'ai pas parlé de drone parce que ça suffisait, mais
mais j'avais annoncé que, oui, je le dis quand même pour rire, j'avais songé à intituler cette intervention « Drôle de drone ». Bon. Alors, continuons. C'est le même monde. Comprenons bien que le hors-jeu de relégation, le terrible hors-jeu, c'était de l'hyperbolique. C'est pas que ça n'existe pas, mais quand un philosophe s'en empare et qu'il va philosophiquement à Auschwitz, il fabrique des choses redoutables. C'est-à-dire qu'il y a une collusion entre son hyperbolique à lui, qui est son quotidien, et l'hyperbolique qui est là-bas. Mais quand l'hyperbolique réalisée, ça s'appelle la terreur, c'est tout. Bon. Alors, mais il y a du hors-jeu beaucoup plus proche, beaucoup plus familier. Il suffit de faire sauter la philo. C'est tout. C'est-à-dire la collusion du point fixe et des remèdes magiques. Car un philosophe ne s'est jamais dessaisi de ces deux ressources, avoir un point absolument fixe, tout le reste, et puis un petit truc magique quand même. Hein. Bon. Alors, assez de retard. Donc, je passe. Autobiographie d'un jeu philosophant qui ne navigue plus, qui ne met plus le cap, qui a renoncé à constituer, à exercer du plaisir, qui ne franchit plus. Georges, maintenant tu redeviens Georges. Je crois que je vais devoir te fausser compagnie sur le seuil, puisque tu es entré seul, avec un ami, dans le hors-jeu hyperbolique réel, j'insiste sur réel, et moi je resterai en fonction de seuil. Je m'aperçois que un compagnon va prendre le relais. Tu poursuis, je demeure. Et un compagnon va prendre le relais. Un second compagnon, inattendu, m'a glissé sous le manteau dans la poche un viatique, un petit manuel de survie, un compendium d'exercices pour éviter au jeu philosophant de se laisser reséduire par toutes les manœuvres où il se plaît à traîner par rapport à ce qu'il a anticipé et projeté. Ce manuel, c'est le Gladiator de Valéry. Vous savez, Gladiator, cette fonction superbe, sorte de surmoi de Valéry, qui est l'athlète de l'intellect. Suffit de faire dépérir toutes les pesanteurs, tous les appesantissements, tous les états, toutes les langueurs, tous les états d'âme, tout ce qui vous... Bon, et si vous êtes un petit peu entraîné, la vie est tout à fait différente si vous n'êtes pas lesté par ce poids passif. Bon, alors, je poursuis. Donc, révocation du paradigme de la traversée. Plus de point fixe. Mais quand on n'a pas de point fixe, on est heureux comme tout. Hein, quand on est dans une ville sans point fixe. Hein, bon, si on n'a pas à chercher un lieu où on va, on avance. Bon. Pas d'objet magique, pas de GPS, quoi, par exemple. Hein. Il y en a partout. GPS de la pensée, il y en a plein, ça. Bon. Alors, si on se débarrasse de ça, sans doute le jeu philosophant, il a perdu quelque chose hein, dans tout ce que je raconte là. Il a perdu un certain accrochage à la vie qui jouissait rétrospectivement du ratage des occasions. Relisez La recherche temps perdu, vous verrez le ratage des occasions. Hein. Aïe, aïe, zut. Bon. Ah oui. Donc, il a perdu ça. Il a perdu la jouissance infinie des déphasages. Oui, mais il a gagné de l'énergie. C'est quand même important. Alors, j'entends encore le sifflement d'un serpent. Tu ne vas tout de même pas renoncer à te sentir éternel en état de démonstration, te sentir héroïque en état d'aporie, te sentir tout-puissant en état d'hyperbole. Tout ça, perdre tout ça pour être seulement actif, pour être seulement pertinent là où tu es, et vigilant
pour empêcher que de façon sporadique ne se forment des amorces de blocs mêlés de flou. Tout ça pour être seulement sur le qui-vive. Alors que se sentir éternel en démontrant quand même. Bon. Tout cela pour être seulement avec le signal du hors-jeu, c'est-à-dire le qui-vive. Bon. Allons, donc, vous sentez bien que ce serpent, il est toujours là. Toujours là. Alors, c'est vrai, Georges, je te fausse compagnie. Plus résolument, toi tu pénètres, tu franchis le seuil. Très belle analyse de De Santi, c'est que franchir un seuil, changer de région, donc changer de coutume, donc changer d'éthique, et tout. Bon. Moi, je reste sur le seuil avec Gladiator, mon entraîneur, mon surmoi. Avec Gladiator, plus jamais déphasé, plus jamais de retard. Toujours alerte, en somme. Vous allez me dire, on préférait le philosophe déphasé, c'était plus drôle. Il y avait des promesses, il avait du ressentiment, il avait des réminiscences, il avait perdu tout ça. Aucune promesse, pas d'aigreur, pas de réminiscence. Je vais plutôt désormais m'occuper d'exercices de sport. Je vais jouer autrement. Je ne vais pas jouer au grand jeu spéculatif, mais je vais jouer à muscler ce qui désormais va s'appeler l'hyperjeu. L'hyperjeu, c'est le jeu qui a laissé filer toutes les passivités, là. Bon, c'est tellement reposant de se reposer sur ses états. Hein, bon. Enfin, reposant ou pas. Hein. Bon, des fois, c'est pas reposant du tout. Bon. Alors, donc, je m'approche pas encore, mais je renonce quand même à la trop chrétienne humiliation du jeu qui, à force de vouloir se réduire, pourrait bien s'être renforcé. Je change de prière. L'ancienne était « Mon Dieu, donne à mon jeu la force de s'abdiquer ». Désormais, c'est une exhortation, plus tout à fait une prière, enfin une exhortation à moi-même. Expulse de toi toutes les composantes de mauvais hors-jeu, composantes infiltrées à ton insu, et si tu réussis cette expulsion, une purgation, là, hein, bon, au sens une catharsis, hein, tu seras un hyperjeu. Bon. Chasse, expulse de toi toutes les composantes vagues, hein, qui t'interdisent d'être un athlète de la justesse. Et le vrai hors-jeu, comme la grâce, te sera donné par surcroît. Alors, j'ai introduit 2 correctifs à propos du hors-jeu, en faisant baisser l'intensité de l'hyperbole, insinuée par le jeu philosophant, qui identifiait tout hors-jeu à un être jeté dans l'hyperboliquement dramatique. Et puis, 2e correction, en divisant en faux et vrai hors-jeu, et en réduisant le faux avec un peu de gymnastique d'intellect. Reste le vrai, le hors-jeu tempéré, avec lequel l'hyperjeu peut être de plain pied, pour peu qu'il contrôle les emballements spéculatifs comme les flâneries littéraires. Alors, pour caractériser, donc, d'une autre façon, le hors-jeu, le vrai, 3 renoncements sont requis. Ah oui, si on ne renonce pas, c'est sûr. Renoncer au point fixe, renoncer à l'engin magique, et renoncer, ce qui est le plus difficile, au pathos du franchissement, tout en étant sur le seuil. Bon. Donc, il faut pour ça un peu d'entraînement. Alors, les perspectives sont donc renversées. Le hors-jeu hyperbolique n'est plus à atteindre. Le mauvais hors-jeu est à expulser, et ça va déjà mieux. Désormais, l'hyperjeu est une sentinelle sur le seuil de l'acte exact. Si tu es capable d'acte exact, il n'y a plus aucun autre problème qui se pose. Si c'est exactement ça, bon. Pas de repentir, quoi. Pas de « ah zut, j'aurais dû ». Non, ça, c'est bon. Le jeu se fait vigilance.
il surveille que ça ne s'infiltre pas, quoi? Tout le sédimenté qui finit par faire une couche épaisse et paralysante de passivité. Bon. Plus de cap. Je suis le seuil. Hyper-jeu. Je suis un nouveau type philosophique, hein, comme il y a, je ne sais pas, le surhomme ou le teios aner chez les Grecs. Bon. Point majeur, je n'aspire plus à l'action verbale, la terrible action qui consiste à dire « je vais faire », qui est l'action verbale absolue, ça, « je vais faire », qui retarde, évidemment. Je vais faire. Quelle tentation, hein? Bon. Dès lors, je fais. Donc, je suis l'hyperacte. Mais je dois prendre des mesures quand même pour éviter que le faux hors-jeu ne fasse sa rentrée comme ça par derrière. Et pour cela, je ne lis pas le journal. Je ne me jette pas sur les nouvelles. Je ne vais pas au cinéma. Je dessine. C'est l'acte exact par excellence. Je ne donne pas mon crédit à l'imprimé ni aux images. Le sensationnel me laisse de marbre, pour le coup. Il y a vitesse et vitesse. Attention à la vitesse de surenchère. Je marche et je nage. Le dernier n'est pas le moindre. Attention aux mots de passe, qui deviennent incertains et douteux sitôt qu'on les isole et qu'on les fixe. J'ai parodié ici les consignes données à Gladiator par Valéry. Un nouveau jeu est né à l'hypervie. C'est une hypervie, ça, hein? Pas de nouvelles, pas de journal, pas de cinéma, on nage, etc. Bon. Un nouveau jeu est né à l'hypervie. Je suis un être de performance. Je suis un être de pure forme. Sur le seuil que je suis, je veille à ne laisser passer que de la forme. Je m'alimente de forme. Curieux régime. La forme, c'est-à-dire le creusement et l'évidement de tout étant pour le réduire au potentiel de ses relations, c'est-à-dire une forme, c'est du rien déterminé. C'est-à-dire un problème. Hein? Tout ce qui me touche se transforme en forme. Je me demande si les artistes ne diraient pas ça aussi. Tout ce qui me touche se transforme en forme. Je ne laisse entrer que de la forme. Ça me renforce. C'est-à-dire que ça expulse ipso facto tout ce qui est du type état, longueur, etc. Bon. Je n'ai jamais d'état d'âme. Je m'aperçois d'ailleurs que si je cesse de m'entraîner aussitôt, je redeviens un refuge de hors-jeu délétère. Qu'est-ce que c'est que le hors-jeu délétère? C'est toute cette masse de choses, d'états, qui souffrent, sans trop de dommages, de pouvoir être autres qu'ils ne sont. Dans un roman, c'était le matin, non, c'est l'après-midi, pas grave, ben, ça peut être autre que ça n'est. Bon, vous avez compris que je ne veux être en présence que d'actes nécessaires et de formes nécessaires. Autrement dit, c'est l'idéal, ça, de Valéry, quand même. Bon, autrement dit, l'hypervie, c'est pas du roman, hein, au sens propre. Donc, le mauvais hors-jeu, il est quand même toujours pas loin. Un horrible hybride de projection et de résistance. Il faut cesser de l'alimenter, parce qu'on le fait quand même, hein. On l'alimente en douce. Mais toujours un peu quand même double. Hein, bon. Il faut cesser d'alimenter la confusion, parce qu'on la réalimente quand même. Hein. Ben oui. Un entraînement sportif de longue durée que je vais vous proposer, qui va se distribuer en séances, des séances de gymnastique, non plus sur un tapis volant, mais sur un tapis de sol. Bon, au cours de quoi? Bon. Au cours de quoi? Le jeu, qui aurait eu spontanément tendance à dire «
je me confonds avec mes anecdotes, va devenir impersonnel et devrait finir par s'écrier « Ô sensation que je croyais mienne, voilà que je vous éprouve comme sensation de personnes, pures et anonymes. Mon hyperjeu veille à interdire les confessions. Que ma mémoire me devienne indifférente. » Tout ça est très cher, hein, à payer. Hein, bon. Non pas je et seul, mais je et seuil. Là, Cratil me sert encore. Hein. On n'abandonne pas comme ça. Bon. J'ai cru pouvoir découper le tout de mon entraînement. La raison de cette rencontre. En 7 séances typiques, des séances. Je vais présenter ces séances qui vont entraîner hyperjeu à l'impersonnel. Je tiens à ce mot de séance, parce que c'est l'oscillation indécidable, une séance, de la part d'activité et de la part de passivité. Au cours d'une séance de cinéma, quand même, ou une séance d'analyse, quelle est la part active? Quelle est la part passive? Comment ça passe, la transaction de l'actif au passif, hein? Bon. Mais toujours des séances pour apprendre à adopter des postures de seuil. À cet égard, rien de plus exemplaire qu'une séance de traduction sur le seuil de 2 langues. Mais où est là-dedans le vrai hors-jeu, du coup, hein? Mais à la fin de chaque séance, on est au contact avec le bon hors-jeu dans la plus parfaite euphorie. En effet, désormais, je n'ai plus affaire qu'à de l'obstacle, mais du bon obstacle. Obstacle, mon comparse. À nous deux, l'obstacle, mon seul amour. Mais un obstacle débarrassé de toutes les scories. Alors, je vous présente des séances. Tu as signalé que j'avais joué encore à l'assonance. On ne se refait pas, quand même. Bon. Alors, j'ai imaginé cette famille de séances. Hein. Bon, on va, selon son gré, à l'une et à l'autre, mais il faut suivre un parcours, quand même. Parcours pour devenir de plus en plus impersonnel. Hein. En cours de route, on perd tout ce qu'on a de singularité. Bon. D'abord, une séance de science. C'est-à-dire, on a affaire à un bon morceau de nécessité dure. Un bon morceau de nécessité. C'est-à-dire un bon morceau d'entraînement intrinsèque. C'est-à-dire un théorème, un poème de Mallarmé, un théorème, un traité de grammaire sanscrite. Quelque chose de costaud, quoi, que vous ne pouvez pas défaire comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas défaire. Hein. Il faut s'y soumettre. Moi, j'adore les morceaux de nécessité. Bon. Un truc qu'on ne sait pas, mais on sait qu'on ne peut pas le défaire. Que vous êtes simplement, vous avez à devenir un agent opérant d'enchaînement. Bon. Ça, c'est la première séance. On peut y rester longtemps, hein, parce qu'il y en a qui ne s'y font pas facilement. Bon. Une séance de mise en scène, ensuite, où l'on fait l'épreuve de ce que c'est qu'une scène, de ce que c'est que le sérieux et le jouet, de ce que c'est que le carton-pâte, de ce que c'est qu'une scène, c'est-à-dire un nœud qui se fait et se défait sans que j'y sois impliqué nécessairement. Apprendre la mise à distance, l'ironie, la vanité de l'agitation, le désenchantement actif. Tout ça, là, pour une scène. Bon. Je ne comprends rien à une scène de rue. Hein. Vous arrivez, les gens se bataillent, vous ne comprenez rien, à vous de comprendre. Bon. C'est intéressant de comprendre comme ça, alors qu'on n'a pas à prendre parti. Hein. Bon. Peut-être qu'ils s'amusent. Hein. Si c'est Francis Blanche, il s'amuse hein, à se batailler. Donc j'entendais ça récemment, donc bon, je vais pas changer de sujet, non, parce que c'est trop. Ce serait encore plus drôle, mais enfin c'est pas. Ce serait vraiment drôle là. Bon, une situation, je dirais, une séance en situation, au sein d'eux, en situation de crise précisément, par exemple, où il faudra se faire un apprentissage, je dirais, à la désaffection et à l'apathie pour juger juste avec des nerfs d'acier. Il n'est pas tendre, vous savez, hyperjeu, hein, il n'est pas tendre, hein, il a des nerfs d'acier. Une séance de style, pour devenir styliste, pour faire dépérir en soi l'enflure de l'adjectif, et pour forger en soi
un universel nerveux, un universel différentiel, un universel qui a du chic, un universel qui a de la ligne, quoi. Voilà, bon. Pas le gros universel massif. Bon. Une séance de sécession pour se retirer, se soustraire de tout lien à la communauté et à l'appartenance, savoir faire sécession. Et très bien dedans, hein. Bon. Une séance parmi les siens, ses disciples, etc., ses apôtres, hein. Bon. Où il faudra apprendre à devenir l'absent, pour ne pas devenir l'idole ou le maître. Enfin, la dernière séance, qui est peut-être la plus intéressante, qui est l'expérience de la séance elle-même, une séance de pure séance, quoi, où il y a un tête-à-tête avec ce qui n'est jamais symétrique, pour pouvoir enfin supporter de pouvoir ne plus se reconnaître. S'il est impersonnel, on ne se reconnaît même pas. Hein. C'est très difficile de ne pas se reconnaître. Je ne me reconnais pas là-dedans. Bref, endurer de pouvoir être sans reconnaissance, sans vis-à-vis, sans face-à-face, sans miroir. Bon. Quand, je ne vais pas entrer dans chaque salle de sport, là, hein. Je ne finirai pas, je vous signale simplement les principes. Bon. Quand il a travaillé ces séances, l'acteur, opérant, est devenu sans particularité. Le jeu est de pure forme et il accompagne et colle adéquatement à tout ce qui se présente. Alors, à force d'exercice, d'entraînement, tu auras fini par saper, miner, creuser, perdre ce que tu croyais être ta propre consistance d'existant vivant. Je ne suis plus homo, de l'espèce loquins et pas assez Faber, ni même Nemo, pas même égo. Trop de propriétés encore, tout ça, trop de propriétés. Je suis fonctio, accomplissement. J'ai vérifié dans le Gaffio. Hein. Bon. Fonctio. Je fais fonction de seuil. Je ne laisse passer que de la forme, rien d'autre. Serais-je contraint au pas de franchissement, à l'outre-seuil? Aussi longtemps que je m'entraîne, non. Maintenant, s'il y a plus fort que moi, et c'est une autre histoire que l'histoire, qui est plus forte que moi, c'est une autre histoire qui s'amorce, celle qui oblige à franchir les seuils. Mais alors là, j'ai laissé GDH sur son chemin. Bon. Mais moi, pour ce qui est de moi, étant resté sur le seuil, j'aurais changé de nature. Il ne sera pas dit que je sois allé philosophiquement à pas philosophique, outre seuil, outre jeu. C'est un écho de « on n'est pas mené philosophiquement à Auschwitz ». Ça oblige du coup à dégonfler un certain nombre de propos. Bon. Tant que je me tiens sur le seuil, hyperjeu se présente, ecce fonctio. Ma nature la plus impersonnelle, je ne la connais pas, je l'exerce. Elle n'a pas d'anecdote à raconter, pas de confession. L'hyperjeu est sans aveu. Une traduction des confessions par aveu. Sans aveu. Ce n'est même pas un être moral. Ecce fonctio, comme il y a eu ecce homo, est le sujet impersonnel du verbe fungor. Fonctio fungit. Un peu tautologique, ça. Bon. L'art de coller à l'exercice requis. Je et la fonction ont toujours été deux. C'était la déclaration de Montaigne, vous vous souvenez? Ici, désormais, ils sont un. Fungor. Fungor, ça veut dire beaucoup de choses. Splendide. S'acquitter, accomplir, remplir, observer, exercer, supporter, servir, être actif, consumer, achever, et même mourir. Foncti, fonctus peut-être, ça vaut defunctus. Ecce defunctus. Défunt, hein? Bon. Alors, les séances t'ont donné, tu reprends la parole, Georges, une constitution impersonnelle de pure forme. Tu surveilles ta ligne. Tu es devenu un être pour la ligne, comme il y a d'autres, on peut parler l'être pour la mort.
Mais il ne peut t'échapper que tu as changé de vie. Tu as troqué l'épaisseur de la vie pour la vie à la limite. Tu es hors vie, mort. Les esprits critiques diront, tu as troqué l'épaisseur de la vie pour la vie à la limite. Il y a de l'hyperbole Comment voulez-vous que je sois sans aporie, hein? Sinon, je ne ferais pas de philo. Ce serait trop bouclé. Bon. Plus que fonctio, tu es la fonction par laquelle il y a de l'excès. Excès en latin. C'est-à-dire que pour qu'il y ait excès, il faut que fonctio se soustrait. Bon. Excès, l'auto-présentation du hors-jeu. Excès arbore, voici un arbre. Pour pouvoir le dire sans y mêler mes sentiments, excès arbore et sans penser « Ah, je me rappelle des arbres de mon enfance. » C'est très mauvais, ça. Quelle force il faut pour dire simplement « excès arbore », c'est-à-dire il faut pouvoir être cette fonction qui se soustrait. Bon, qui se soustrait. Bon, alors, on approche de la fin. Tu es style, tu stylises, tout ce que tu touches, tu l'évides de son trop d'existence naturelle, tu le rends, c'est Georges qui parle, tu le rends inaccessible à l'accident, tu le fais relation éternelle, bref, tu l'absentes. Valérie apostrophant Léonard. Mais peins donc sans surface et sans pigment. Fonctio, tu n'es qu'une non-résistance à l'acte qui s'effectue sans que tu l'empêches. Pour devenir cet opérant purement potentiel, il t'aura fallu décliner et quitter toutes les identités, homme, nous, il, on, soi, ça, tout ça, pour être purement seuil, pur contact avec la résistance indifférente. Tu es vraiment désormais un hyperjeu. Tes sensations, elles te sont sensations de personne, sensations en soi, si on peut dire. Ecce, me voici, sans moi. Je suis tout à l'officium, toute autobiographie d'anecdotes soustraites. Veille surtout à ne rien exprimer de toi. Sois tout à l'officium, hein, on pourrait invoquer tout Sénèque, là. Bon. Ecce, non pas ecce homo, comme disait l'illustre intrus, cet hôte inopportun et merveilleux, mais non pas me voici, mais par ma soustraction, voici qu'il y a du pour n'importe qui, pour tous, pour personne. Mais avouez, quelle abnégation! Et voici que j'entends encore une voix derrière tout ça. Et s'il y avait un narcissisme de l'impersonnel? Non, ça ne va pas recommencer. Alors, toujours moins de traits, toujours moins d'identité, une autobiographie soustractive, avec une grande part accordée à la vie sportive, dans des salles d'entraînement où l'on s'exerce à perdre le poids de sa mémoire et de ses regrets. Condition pour qu'il y ait du strict hors-jeu, mais je dirais tempéré. Antibiographie, où le jeu soustrait au trait qui faisait de lui un jeu vivant, encombré de mémoire et de détails, une antibiographie qui est aussi une anticonfession, en somme, qui sont aussi, vous l'apercevez, une immense reconnaissance de dettes. Si je devais indiquer les dettes que j'ai contractées à travers tout ce que j'ai parcouru, ce serait impressionnant. Bon, les dettes. Donc je ne les oublie pas. Mais tant pis. Bon. Donc, un jeu dépris de lui, qui a converti l'amour de soi en énergie, qui colle à la circonstance. Je fais un avec la résistance. Et le deuil du jeu l'aura installé sur le seuil où il se sait bien. Il se sait bien, il se sent bien. Et il sait bien que là, sur le seuil, il faut abandonner tout épanchement.
Le hors-jeu sera donné soustractivement par soustraction de ta propre bêtise. Sans doute ce qu'avait aperçu Flaubert. C'est-à-dire que tu sais résister à ton intervention intempestive dans les choses. Bon. À force de se soustraire, de renoncer à la crispation à soi, qui faisait mon existence de jeu, le jeu dépris de lui, dans le désamour de ce qu'il excitait tant, j'ai cru un temps qu'on finirait par toucher enfin le roc qui n'est pas un bloc, le roc insensible, inflexible, impénétrable, indifférent. Mais sur le seuil, toucher le roc, mais ce serait une nouvelle histoire. Je laisse ouverte l'aporie. Je disais seulement que le hors-jeu, c'est moins la bêtise de mon intervention, c'est-à-dire simplement la possibilité du voici. Ex tigris, comme dit Valérie, c'est un tigre, pas de commentaire. L'hyperjeu, dans ses nouvelles fonctions, grâce auxquelles il y a du strict hors-jeu, l'hyperjeu, gladiator, qui ne fait qu'améliorer sa performance potentielle. Il y a quelqu'un qui pouvait encore améliorer sa performance, toujours Valérie qui pense, c'est Léonard. Chez lui encore, il y a trop d'excès visibles, extérieurs. On voit trop de choses encore. Lui qui pourtant résorbait tant. Bon. J'ai donc rassemblé les traits soustractifs de mon je barre mon, évidemment, anti-biographie. Résumé brièvement, il y a 4 préceptes. Deviens de plus en plus capable d'intransitivité. Économise, pour se rappeler d'Hamlet. Épargne-toi le résultat. Sois capable de raréfier. Supporte le rapport à l'absent sans chagrin. Deviens pour les autres une absence sans chagrin. Sois capable d'être comme en suspens au-dessus du vivre lui-même. En somme, nous avons troqué un jeu de contretemps pour un jeu de plein exercice, ce que j'appellerais avec Valérie un ant-ego. Ça n'existe pas en grec, hein? Bon. Non pas un ego contraire, mais le contraire d'un ego, qui fait un sans faire bloc, qui fait un avec le rythme, le mouvement, l'allure, le tempo, qui colle à l'élément, qui colle à l'instrument, comme les grands interprètes font un avec l'instrument. Bon. À cette heure tardive, l'hyperjeu éprouve une étrange euphorie, dès lors qu'il est sorti de l'emprise ensorcelante qui faisait de lui un personnage zénonien, effectuant des expériences, actes et gestes qu'il eût été bien incapable de refaire analytiquement, cloué sur place à chaque pas par l'avance-retard que lui opposait régulièrement, continuellement, de nouveaux seuils à franchir infranchissables. Hyperjeu, tu auras fait céder le jeu paralysant. Cruel Zénon, sors de cet homme. Je me fais l'effet d'un philosophe à qui Georges Didier Huberman a, à titre de puissant exorciste, lancé vis-à-vis de moi. Cruel Zénon, sors de cet homme. C'est ce qu'il faut dire à tout philosophe. Et c'est ainsi qu'a résonné en moi l'instruction de Georges. Esprit malin, Zénon. Esprit malin qui interpose constamment au seuil du corps à corps avec la chose même, la fatale inspiration de grâce. Un instant, il y a encore 2 ou 3 petites choses à régler, 2 ou 3 petites choses pour entretenir mon narcissisme opératoire. Je sais bien que ça pourrait repartir. Bon. Antego, hyperjeu, Überhauptmensch. Je dis bien Überhauptmensch. C'est un mot que j'ai forgé, il n'existe pas en allemand.
Übermensch, überhaupt, Hauptmann, überhaupt Mensch n'existe pas. Mais vous verrez pourquoi. Bon. Gladiator, devant quel impérator aussi quand même, c'est-à-dire devant quel impératif te donnes-tu en spectacle de performance? Gladiator, le maître qui te tient à merci, je le nomme. Urgence, c'est vrai. Le hors-jeu urge. Bon. Cratil n'est toujours jamais très loin quand même. Je ne vais pas jouer pourtant. Bergson ponctuait avec cruauté. T'es cruel, Bergson. Formidablement cruel. Ce qu'a fait Valérie devait être tenté. Se délivrer de l'amour de ses traces et des choses parcourues pour ne pas prendre de retard sur l'urgence et devenir indifféremment, analogiquement, impersonnellement, tout autant musicien que menuisier. Pas de différence. Gladiator, hyperbole du jeu. Ah, donc, je n'ai pas réglé son sort à l'hyperbole. Elle revient. Comment voulez-vous? On croit avoir réglé son sort aux adversaires. Bon, tant pis. Gladiator, hyperbole du jeu. En combat constant avec la part inactive, renonçant à l'épanchement dans les mémoires, et fût-elle d'outre-tombe. Le but n'est pas de faire telle œuvre, mais de faire en soi-même celui qui puisse faire cette œuvre. À l'instruction de Georges fait écho ce propos que je prête, c'est moi qui parle, à Valérie, propos de Léonard. Travaille encore davantage ton hyperjeu, méthodiquement pour devenir enfin capable de peinture. Ce qui suffit, en deçà du seuil de toute œuvre visible, qui n'est qu'un accident malheureux de ton opération, un moment de faiblesse fâcheux pour le hors-jeu sensationnel. Léonard, presque victorieux, je suis l'hyperpeintre. J'ai presque réussi à résorber intégralement mes symptômes de peinture. Je suis guéri de l'œuvre. Un coq à Esculape, moi aussi. Comme Socrate le dit, je suis guéri de la vie. Je suis le peintre pleinement potentiel. Non pas ecce opus, mais ecce potentia. Léonard, überhaupt Mensch. Il est plus comme il est, j'ai forgé ce syntagme en prenant écho, disons, de Kant à Nietzsche. La plus haute fonction, être homme à la hauteur de l'Überhaupt, mais homme à ce point dépersonnel, homo si proche de Nemo que son ego ne supporte plus que l'Überhaupt, le en général, qui ne donne jamais d'exemple, comme Kant le savait bien. Mais il est bon, l'Überhaupt, sur tous les cas, quels qu'ils soient. Donc, Überhaupt Mensch, être capable d'être à ce point dépersonnel. Et un codicille, il y a vraiment la fin, un codicille, quelques précautions supplémentaires pour ne pas laisser, je dirais, le faux voici reprendre trop le dessus et épargner à hyperjeu la menace de se diluer dans du faux voici. Éviter à tout prix l'impression de masse, l'impression de flou, l'impression d'ensemble. C'est elle qui fait le plus trompeusement croire qu'il s'agit du hors-jeu. Et pour éviter l'impression de masse, dessine et redessine sans cesse, dans la plus haute précision, les articulations d'un tigre en mouvement. Je vous remercie.
Je te remercie infiniment. Tu as poussé l'officium jusqu'au bout. Tu as assumé le dialogue parfaitement. Il y a tous les personnages. Je, hors-jeu numéro 1, hors-jeu numéro 2, le mauvais, le bon, l'hyper-jeu, l'antégo. Donc je propose... tu as fait surgir 1000 problèmes. En particulier, là, il y a 2 minutes, le narcissisme de l'impersonnel. Ça, il va falloir discuter de ça, c'est intéressant. Je propose de laisser ce que tu as fait de splendide. Voilà. Je te remercie. Je ne sais pas un mot plus.